On va commencer. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes prêts, vous, dans la salle, pour commencer? Vous avez vu, je commençais par vraiment une question de participation. Comme j'ai entendu un petit oui, je me dis que je peux attendre. Vous êtes prêts pour commencer? Super. Ici, vous êtes prêts pour commencer? Voilà. Et voilà. Et on a même des verres d'eau qui viennent d'arriver en direct pour bien démarrer donc, cette première table ronde ici pour ce deuxième jour des journées métiers des PEP. Pour ceux qui étaient là hier, nous avons assisté à plusieurs tables rondes dans le grand auditorium et maintenant c'est les journées avec les parcours que vous avez choisis. Et là, cette question de ce matin, à la pleine participation de tous, facile à dire, point d'exclamation, facile à faire, point d'interrogation. Même si on se doute un peu de la réponse de ce premier point d'interrogation, ce n'est pas si facile à faire. Et justement, nous allons ce matin croiser les expériences, les regards, le parcours de nos invités ici présents, tout en comptant sur vous. Déjà hier, nous avons essayé de donner la parole à la salle. Alors sur une table ronde sur la participation de tous, ce serait quand même un comble que vous ne l'ayez pas. Donc n'hésitez pas à la demander. Il y aura un micro qui va circuler dans la salle. Donc à tout moment, vous pouvez essayer de prendre la parole. Je vous la donnerai pour poser vos questions à nos invités, que je vais d'ailleurs rapidement présenter. Ils ne sont pas tous présents physiquement, puisque nous avons Pierre-Yves Gaïneuf qui a été touché par le Covid, ce qui nous prouve que il est toujours un petit peu là, le Covid, il n'a pas totalement disparu, donc il sera en visio à l'image. Mais nous pouvons compter, et nous comptons sur Brigitte Portal, bonjour. Donc vous êtes membre fondatrice des associations ANDA-DPA, Association nationale pour le développement de l'approche et le développement du pouvoir d'agir, ainsi que l'AIDPA, l'Association internationale du développement du pouvoir d'agir. Vous êtes associé à Erasme, qui est partenaire des PEP. Nous avons Gilles Gaillard, président des PEP 45. Bonjour Gilles. Vous l'entendez comme ça, Gilles, quand il dit bonjour, ou il faut qu'on donne des micros? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors on va voir. Ah oui, je crois que Pascal va vouloir des micros pour la visio et pour le... Alors, il y aura des micros ici présents. Tac. Super. Merci beaucoup. Voilà, Gilles, tu peux redire bonjour. Bonjour. Et ben voilà, ça c'est beau. Nous avons aussi Linda Desmoulins. Bonjour. Directrice qualité association GPA, le groupement pluri-associatif. Et Claire Saada, qui est responsable du secteur éducatif et loisirs, bonjour. PEP 09. Merci pour ce bonjour, Claire. En visio, je l'ai dit, est-ce que Pierre-Yves Guineuf nous reçoit et nous entend? Écoutez, moi je vous entends très bien, je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend, Pierre-Yves, vous êtes le délégué général de l'ICPC, l'Institut de la concertation et de la participation citoyenne. Merci d'être avec nous à distance pour questionner la participation de tous. Et nous avons la chance aussi d'avoir la présence de Philippe Aubert, qui est président et fondateur de l'association Rage d'exister. Rage d'exister, c'est aussi le titre de son ouvrage. Philippe est sociologue, auteur, conférencier, membre du CNCPH, le Conseil national consultatif personnes handicapées, et notamment sur les questions de sémiologie et de sémantique. Il est assisté de Sylvain Valois, qui va aussi intervenir à ses côtés pour essayer de traduire la pensée de Philippe. Et je sais que ce n'est pas une tâche simple tous les jours, mais ils en ont l'habitude. Sylvain le fera par épellation. Et Philippe Aubert nous a préparé un discours avec une sorte d'assistant vocal. Je ne connais pas bien les termes techniques et techniques. Comment ? Synthèse vocale qui a été préparée. Donc Philippe va ouvrir justement cette table ronde. Et puis derrière, nous allons croiser nos regards, nos expériences pour questionner cette participation de tous. Est-ce que ça vous va comme programme ? Eh bien alors c'est parti. Philippe, c'est à toi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis ravi de m'exprimer devant vous aujourd'hui, lors de ce temps important. Merci de m'y avoir invité. Permettez-moi de commencer mon propos en vous partageant quelques anecdotes. Dans ma vie, j'ai vécu beaucoup de moments essentiels. Je veux m'attarder sur 2 d'entre eux, aujourd'hui, avec vous. Le premier, c'est ma période de survie, au-delà de ma naissance problématique. Ce moment crucial où tout pouvait basculer. C'est pour moi un moment très mystérieux, bien sûr, mais, à la réflexion, sans doute fondateur. En tout cas, ce moment a été le théâtre de mon choix primordial de faire confiance à mon élan vital, et dans une certaine mesure, mais avec circonspection,
de croire aux relations avec les autres humains et tous les vivants. Le deuxième moment important que je veux citer aujourd'hui, c'est l'écriture de mon livre Rage d'exister, plus exactement du choix de parler d'exister et non de vivre. C'est un choix délibéré, et pour moi lourd de sens. J'ai mis dans ce titre beaucoup de mon expérience d'adolescent notamment. Vivre en existant, c'est le titre d'un livre du philosophe François Julien. Et pour moi, garder toujours l'attention entre ces deux termes est essentiel. L'un ne peut se perpétuer sans l'autre. Il n'y a pas de petite vie, nous dit Charles Gardou, et je cite souvent Hannah Arendt, pour être confirmé dans mon identité, je dépends entièrement des autres. Ce qui est sûr pour moi, c'est que je n'en serais pas là si, moi avec des autres, je n'avais pas osé, entre guillemets. Oser ce que certains pensaient impossible. Et si cette audace était, comme la vulnérabilité, le propre de l'humain, comme être vivant, individuellement et collectivement, indissociablement. Vulnérabilité et audace. Audace et vulnérabilité. Humilier quelqu'un, c'est le priver de la possibilité d'exercer cette audace, de construire sa légende personnelle avec les autres. Le handicap, quel qu'il soit, peut dégager une force de vie colossale. Mais tant de personnes restent privées de leur pouvoir d'agir ou de choisir, ou bien n'osent pas le saisir. Les institutions, y compris les familles, qui accompagnent les personnes en situation de handicap, doivent aujourd'hui faire face au risque de laisser les personnes décider de leur existence par, et pour elles-mêmes, et à ce titre, assumer avec ces personnes, le dilemme de la protection face au risque, au travers des preuves. Je cite le livre de Loïc Andrien et Coralie Sarrazin, intitulé « Pour une révolution participative ». Dans les institutions médico-sociales, domine largement la volonté de protection des personnes en situation de handicap, ce qui induit souvent des logiques incapacitantes au détriment du soutien à leur autodétermination, qui implique la notion de risque. Pour qu'elles puissent réellement décider de leur vie, l'accompagnement socio-éducatif doit être construit autour de la dignité du risque, penser le risque pour penser les potentialités de chacune d'elles. Parce que l'autodétermination n'est pas une question uniquement individuelle, les auteurs défendent la nécessité de construire des environnements favorables, au sein desquels de réelles alternatives peuvent être proposées aux personnes concernées. Il s'agit là d'une véritable révolution socioculturelle, participative et innovante, qui demande de cesser de se concentrer sur les demandes, les besoins et le projet de vie, afin de concevoir les conditions nécessaires à l'autodétermination de chaque usager. En effet, il est essentiel de repérer les freins et les responsabilités institutionnelles dans la production ou la prévention des situations de handicap. Comment l'institution peut-elle se reconfigurer pour faire avec, soutenir, stimuler, et surtout laisser se construire l'expérience citoyenne en interdépendance avec les partenaires et alliés de la société ordinaire ? Fin de citation. Je me suis construit avec la conscience, forgée peu à peu par les épreuves, d'une distance à franchir pour exister avec les autres, d'un passage à effectuer pour aller vers les autres et que les autres viennent vers moi. Je pense ici aux travaux de Danilo Martuxelli. Mon rêve serait de ne rien demander à personne pendant une journée et voir si on vient vers moi, disais-je, en 2003, à la dernière page du journal Libération. Mon diplôme d'accès aux études universitaires en poche. Jeune homme, vous êtes incompréhensible, me disait à cette époque, avec humour un haut fonctionnaire, que j'interpellais sur mes rapports difficiles avec les catégories des administrations, dans lesquelles je ne pouvais m'insérer. En réaction à ces événements, ainsi qu'à mon sentiment récurrent d'être contraint de vivre des décisions prises pour moi par d'autres, j'ai aimé des figures de révolte comme le cancre de Jacques Prévert, que je vous cite. Soudain le fou rire le prend, et il efface tout, les chiffres et les mots, les dates et les noms, les phrases et les pièges, et malgré les menaces du maître, sous les huées des enfants prodiges, avec les craies de toutes les couleurs, sur le tableau noir du malheur, il dessine le visage du bonheur. Le handicap est encore bien souvent associé au malheur,
et les personnes en situation de handicap à des oiseaux de malheur. Je veux être aussi le visage du bonheur. J'aime la vie, j'aime ma vie. Je me suis trouvé des refuges poétiques pour habiter le monde, comme nous y invitait Hölderlin. Je suis depuis toujours un fan de la chanson française à texte. Et dans ma tête trottent les mélodies de ces chansons et les thèmes musicaux de certains films. Je me souviens encore de la musique des Jeux interdits, qui, à 2 ans et demi, apaisait mes nuits loin de mes parents, dans mon premier foyer. Mais j'ai donc toujours eu le ressenti d'un espace à franchir entre moi et les autres, un espace-temps, plein d'équivoques et de malentendus, un entre-deux, qui ne débouchait pas forcément sur un entre-nous, mais qui était une voie à conquérir quoi qu'il en coûte. Un tiers inclus étrangement présent, un pont sans rive stable et sûr, mais une route de vie qui ne peut être évitée pour exister, même s'il faut prendre quelquefois des chemins de traverse, ou faire l'école buissonnière pour la trouver. Il y a plusieurs années, je me suis forgé un duo de concepts pour m'expliquer ce ressenti, validification, correspondant à la négation du handicap en raison de ma volonté d'égalité d'opportunité avec mes pairs dits valides, et handification, ou le regard obnubilé par les limitations jusqu'à éliminer l'hypothèse de mes capacités. En tout cas, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de considérer comme traduction les moyens de franchissement de cet espace que je viens d'évoquer sans pouvoir le définir. Je vous parlais de mon audace, qui fait parfois de moi le cancre dont parle Prévert. En voici donc une autre, celle de traduire sans trahir, de naviguer entre handification et validification pour franchir l'espace entre moi et les autres, entre handicap et valide, faute de meilleurs termes. Ceci m'emmène à une deuxième partie de mon propos. Cette démarche que je viens de vous décrire est profondément fondatrice pour moi, car elle gère l'incontournable dilemme entre l'expérience sensible et le discours réflexif. J'ai d'ailleurs fait des études pour avoir une certaine maîtrise du discours réflexif et de la théorie. Mais je dois reconnaître que je partage avec tout un courant de pensée et de pratique, avec des auteurs comme Corinne Pelluchon, Armut Rosa, Baptiste Morisot et d'autres, l'idée que nous avons une bataille politique et culturelle majeure à mener pour restituer aux sensibles et aux vivants leur importance dans nos manières d'être et de rendre compte de nos existences. Par conséquent, peut-on apprendre à se sentir vivant, à s'aimer en tant que vivant? Je ne veux pas perdre ce que j'ai appris avant même de posséder les moyens du discours. Je crois profondément qu'il faut d'abord partir et toujours revenir à cette expérience existentielle d'avant et d'au-delà du discours. Ma toute première rédaction scolaire rendait compte d'une amitié profonde et complice entre mon camarade Sylvain et moi, alors que nous ne possédions ni parole, ni langage. Ce recentrage sur ma sensibilité, sur notre sensibilité, en rompant avec la coupure entre nature et culture, comme nous y invite Philippe Descola, est la clé de l'audace créative, intuitive et imaginative dont nous avons besoin. Quel sens donner à ce processus, à ce passage? D'où part-il et où conduit-il? Trouve-t-on des passeurs, humains et non humains? Je postule que les personnes en situation de handicap sont toutes des bricoleurs de génie de la vie. Avec peu, ils font beaucoup. Pour moi, leur expérience, notre expérience, est un réservoir immense de résilience, de créativité et d'humanité pour notre société, pour notre République. Au moment de passer le bac, je me souviens m'être entendu dire, de façon péremptoire, « À quoi sert d'envisager de passer le bac et de faire des études supérieures, puisque tu n'auras jamais d'activité professionnelle? Ton destin, c'est de vivre en foyer occupationnel. » Beaucoup de choses ont évolué depuis cette époque. Nous sommes maintenant une génération nouvelle. Je l'appelle la génération vestiaire, en référence à la série télévisée du même nom, gentiment insolente et décomplexée. Cette génération veut plus et peu davantage. Elle ose prendre la parole, communiquer, s'exposer. C'est aussi un mouvement international. Non seulement cette génération demande qu'on reconnaisse ses droits, mais avant tout ses capacités, ses capacités, ses habiletés,
mais aussi ses compétences, ses connaissances, ses œuvres et ses créations, et j'ajouterai, ce qui est essentiel, ses responsabilités. Elle se veut responsable pour elle, mais aussi pour l'ensemble de la société. Elle se veut pleinement citoyenne. D'ailleurs, je crois profondément que le monde du handicap ne doit jamais s'isoler et se concevoir comme un monde à part. Je défendrai toujours une vision commune de la société ainsi qu'un refus d'appartenance exclusive. Une des façons essentielles d'assurer cette vision commune est de reconnaître les personnes en situation de handicap pour leurs capacités et non à partir de leurs incapacités. J'ai développé ce point de vue au cours d'un précédent conseil interministériel du handicap en 2021, en qualifiant, comme je vous le disais à l'instant, les personnes en situation de handicap de bricoleurs de génie de la vie. Ce n'était pas une envolée lyrique, mais une façon d'attirer l'attention sur une face encore trop peu mise en avant de l'approche du handicap. Je m'appuierai donc sur ce point de vue. Il n'y a pas d'autonomie sans un sujet. Ce sujet, c'est l'individu, la personne singulière. Chacune, chacun d'entre nous est unique. Et chacune, chacun a besoin d'un processus d'individuation et de socialisation pour exister, et ce à tout âge, tout au long de sa vie. L'autonomie est une réalité d'interdépendance et de lien avec les autres. Selon Paul Ricoeur, être autonome, c'est être identifié par soi et par les autres comme un sujet décideur de ses propres actes. C'est aussi avoir confiance dans sa propre capacité à être ce sujet, cet acteur, cet auteur. L'autonomie d'action et de décision est alors au cœur d'un processus et d'un écosystème d'identification et d'autodétermination qui s'inscrivent dans l'histoire et le développement de chacun d'entre nous, personne dite valide autant que personne en situation de handicap. Mais, comment s'inscrire positivement dans ce processus si on est a priori, du fait de son handicap, présumé incapable et donc irresponsable? Comment dans ces conditions attester de son potentiel? Toute personne en situation de handicap, quel que soit ce handicap, visible ou non, connaît cette épuisante injonction d'être soi et de croire en soi, malgré l'opinion dévalorisante ou agressive des autres. C'est une charge psychique énorme, stérilisante et destructrice. Elle rend souvent difficile, ou même impossible, inaudible, la construction et l'expression de sa joie et de sa force de vivre. Pourtant, nous sommes tous et toujours autonomes dans un cadre contraint. L'autonomie se traduit alors par le fait de pouvoir choisir, pour soi-même, ses règles de conduite, l'orientation de ses actes, mais aussi les risques encourus. Bien évidemment, je ne nie pas mes besoins d'aide. L'autonomie n'exclut pas la relation d'aide, elle exclut par contre la contrainte d'autrui. Alors, elle est intrinsèquement liée à l'interdépendance et au lien avec les autres, qui vont être des vecteurs de cette autonomie. L'enjeu ici, pour les personnes dépendantes et leurs aidants, leurs accompagnants, leurs référents, est au cœur de leur relation. Ils sont appelés à rechercher et à façonner un équilibre juste, favorable au déploiement de l'autonomie. Pour conclure, j'ai eu hier soir des échanges très riches avec certaines et certains d'entre vous, une sorte de prélude à cette journée. Je disais hier, comme j'ai eu l'occasion de le dire il y a quelques semaines dans un autre événement des PEP à Beauvais, que j'ai effectué le début de ma scolarité dans un EREA, à la croisée des chemins entre éducation nationale et éducation spécialisée, pour le meilleur et pour le pire. Je dirais donc que je suis un enfant, un fruit du travail des PEP. Pour cela je suis reconnaissant. C'est pourquoi il était précieux pour moi de prendre la parole aujourd'hui pour vous proposer un regard singulier sur la participation. Je vous remercie. Alors, il était précieux pour Philippe d'intervenir ici. Il était évidemment précieux pour nous de l'entendre. Et c'est comme cela que nous avons imaginé cette table ronde avec ce discours d'ouverture où il y a énormément de choses à retenir. Je pense que j'ai vu autour de moi que plusieurs personnes prennent des notes. Je vous ai vu aussi attentifs.
C'était un discours à la fois poétique, un discours qui fait part d'une réalité, une réalité qui nous amène à cette rage d'exister, comme le disait Philippe, à définir par rapport à la rage de vivre, et puis en même temps qui témoigne de la complexité entre la volonté d'une autodétermination et le besoin des autres, et comment on fait pour continuer à exister tel que l'on veut être, à traduire sa propre pensée, tout en étant dans une forme d'interdépendance, mais une interdépendance, si j'ai bien compris, éthique, altruiste, dans le respect des uns et des autres. Mais on voit déjà là, justement, les quelques points de friction et de paradoxe qui seront évidemment l'objet de notre discussion. Donc, une nouvelle fois, Philippe, merci, et Sylvain aussi, puisque je sais que vous avez aussi participé à la construction de ce discours. Et donc, vous prenez la parole quand vous voulez. Ce qui vaut pour le public vaut évidemment pour les intervenants autour de cette table. Alors on va essayer tout de suite d'ouvrir aussi un petit peu le champ de notre discussion avec Pierre-Yves Gaïneuf, qui est donc le délégué général de l'ICPC, l'Institut de la concertation et de la participation citoyenne, puisque quand on parle de la participation de tous pour tous, c'est de toutes les situations de handicap ou de situations autres. Pierre-Yves, qu'est-ce que, par rapport au discours introductif de Philippe, en quoi ça résonne par rapport à votre combat, par rapport à votre action de cette participation citoyenne que vous essayez de mettre en œuvre? Bon, écoutez, bonjour à tous, et puis excusez-moi de ne pas pouvoir être présent auprès de vous aujourd'hui. C'est d'autant plus rageant que je réside tout près de Montpellier, et donc je me faisais un plaisir de vous rejoindre, mais voilà, il y a eu un petit imprévu. Je vais présenter très rapidement peut-être l'ICPC, et puis je reviendrai sur votre question ensuite. L'Institut de la concertation et de la participation citoyenne, ce n'est pas une institution, c'est une association nationale qui regroupe des praticiens de la participation et de la concertation, c'est-à-dire en gros de la démocratie participative. Quand on dit des praticiens, ce sont des professionnels, c'est-à-dire des agents de collectivité, des salariés d'entreprises ou d'associations, des consultants dont c'est le métier, et puis aussi des militants, évidemment, qui exercent leur activité en faveur du développement de la démocratie participative. Donc l'Institut se veut un lieu d'échange et une espèce de forum permanent entre ces personnes qui leur permettent de rassembler un petit peu leurs expériences, et puis de monter tous collectivement en compétences en se posant un certain nombre de questions, en partageant leurs questions et leurs interrogations. Alors, évidemment, parmi ces questions qui agitent la communauté des praticiens de la démocratie participative, il y a celle qui a été évoquée par Philippe Aubert, et qui est celle qui vous occupe aujourd'hui, qui est la participation de tous et de toutes. Est-ce que c'est facile? Alors certainement pas. Est-ce que c'est possible? Il y a encore des interrogations là-dessus. Si vous voulez, je pourrais partager des réflexions, mais je ne sais pas trop, Monsieur Satiel, combien de temps vous m'accordez là pour aborder le sujet? Pour une libre participation et d'équilibre de parole des uns et des autres, je vous propose, on va dire, entre 3 et 4 minutes, mais je n'ai pas envie de vous contraindre. Ah oui, on va aller, aller rapidement au fait. Alors, bon, écoutez, pour dire en deux mots un petit peu d'où on parle. Les questions de démocratie participative, si vous voulez, c'est intéressant de faire un petit retour très rapide sur l'histoire. Il y a plusieurs filiations historiques qui ont donné naissance aux pratiques de participation citoyenne aujourd'hui, dont je ne vais pas toutes les évoquer, mais il y en a une notamment qui est celle qui est la plus connue, qui prend naissance dans les années 60, 70, en France, aux États-Unis, dans d'autres pays, et qui est en fait une revendication de citoyens à participer à la décision publique. Donc ça, ce sont des manifestations, des revendications qui sont apparues dans plusieurs villes de France, à Roubaix, à Grenoble et ailleurs, qui sont issues de citoyens qui souhaitaient être entendus. Quand je dis des citoyens, c'est intéressant parce que, ce mot est important parce que ce ne sont pas forcément des associations ou des collectifs, c'était y compris des individus à titre personnel qui souhaitaient être mieux entendus et participer à la vie publique et aux décisions qui les concernaient, notamment
dans le domaine de l'aménagement, de l'urbanisme, de la politique de la ville, etc. Donc tout ce mouvement revendicatif, qui était un mouvement urbain, a pris naissance dans ces années-là. Et puis petit à petit, il a été écouté, entendu, et il y a un certain nombre d'obligations qui ont été traduites dans la réglementation, qui obligent au jour d'aujourd'hui les collectivités territoriales, les entreprises, l'État également, à consulter les citoyens ou à leur offrir des espaces de participation sur un certain nombre de sujets qui peuvent les concerner, des projets, des politiques publiques locales, etc. Donc, de fait, ces initiatives se sont développées de façon assez importante à partir des années 80 et 90, et puis de façon assez spectaculaire là, depuis quelques années, au cours des 4 ou 5 dernières années, disons depuis la crise des Gilets jaunes. Alors, mais du coup, vous voyez bien qu'il y a eu, comment dire, une espèce d'inversion de l'initiative, c'est-à-dire que à l'origine, cette revendication participative, elle partait des citoyens. Et au jour d'aujourd'hui, on se retrouve avec principalement des institutions publiques, hein, des collectivités territoriales, l'État, les entreprises, etc., qui invitent les citoyens à participer à des questions qu'ils se posent, à des projets, des politiques, etc. Donc, il y a une espèce de retournement, si vous voulez, qui s'est opéré progressivement depuis quelques années, et on pourrait évidemment voilà, y revenir si vous voulez. C'est intéressant d'en connaître un petit peu les raisons. Après, ce que nous, on observe, si vous voulez, en tant que praticien, c'est que quand on invite largement les citoyens à participer à des décisions qui peuvent les concerner, que ce soit dans le domaine de l'environnement, de la politique de la ville, des aménagements, des infrastructures, etc., tout un tas de domaines, eh bien, en fait, cette participation, elle est loin de concerner tous les citoyens. Alors, pourquoi? Pour tout un tas de raisons, mais si vous voulez, un constat simple, quand vous organisez une réunion publique, par exemple, que ce soit dans un village, que ce soit dans une ville, peu importe, vous organisez une réunion publique et vous invitez tous les citoyens à participer à un sujet qui peut les concerner, que ce soit, je ne sais pas, des questions de mobilité, de culture, de ci ou de cela. Vous ouvrez largement les portes et vous observez qui est-ce qui participe. Et là, en général, vous avez quand même des surprises, c'est-à-dire que l'échantillon, si je puis dire, des citoyens qui se déplacent pour participer à cette réunion et donner de leur voix n'est absolument pas représentatif de la population du lieu. C'est-à-dire que vous avez des catégories qui sont surreprésentées et d'autres qui sont sous-représentées. Alors, les personnes en situation de handicap, comme le disait Philippe Auvert, sont souvent sous-représentées, ça c'est un problème, mais il y a d'autres catégories qui sont sous-représentées, notamment par exemple les personnes en situation de précarité, voilà. Et par contre, vous avez des catégories sociales qui sont, elles, très surreprésentées. Pour dire les choses très rapidement, quand vous organisez une réunion publique et vous invitez très largement tout le monde à participer, vous vous retrouvez avec quoi? Une majorité d'hommes, seniors, CSP+, c'est-à-dire catégorie socio-professionnelle relativement élevée, niveau d'éducation élevé, et puis implication dans le domaine associatif, politique, syndical, etc. Alors, voilà, ce phénomène, il est très bien connu. On parle alors certains critiquent cet état de fait en parlant de syndrome TLM. TLM pour dire toujours les mêmes. Hein, voilà, ce sont un petit peu toujours les mêmes qui participent à ce type de dispositif. Et c'est vrai que l'élargissement des publics, c'est un problème qui est posé par les praticiens de la participation citoyenne depuis des années. Moi, depuis que je travaille dans ce secteur, ça fait déjà quelques années, c'est une question qui revient périodiquement. À l'Institut, nous organisons actuellement plusieurs ateliers et rencontres sur ce problème, et notamment sur la participation des personnes en situation de précarité, et puis aussi sur les questions de genre dans les dispositifs participatifs, parce que tout le monde s'est rendu compte, tous les praticiens se rendent compte que dans beaucoup d'instances de participation, non seulement les femmes sont sous-représentées, mais en plus elles sont sous-écoutées, si vous voulez.
hein. Elles s'expriment beaucoup moins et leurs arguments sont beaucoup moins pris en compte, ce qui pose véritablement un problème. Donc voilà. Donc voilà en quelques mots un état des lieux très, très, très rapide dans ce domaine qui est le nôtre, hein, celui de la démocratie participative. Ben voilà, pour dire les choses très rapidement, la participation de tous, on en est encore loin, c'est un combat, c'est un effort permanent de beaucoup de professionnels et beaucoup de militants, mais on est encore loin d'une situation satisfaisante à ce sujet. Merci beaucoup Pierre-Yves et merci pour votre sens de la synthèse. Et on retient donc déjà ce premier frein sur lequel on va pouvoir rebondir, c'est-à-dire cette invitation de ces citoyens, comment faire en sorte qu'ils soient représentatifs, comment faire en sorte que les citoyens se sentent parfois autorisés à prendre la parole, parfois peut-être même et tout simplement l'information, décident de s'y rendre, et puis comment faire en sorte que le débat ne soit pas capté, vampirisé par son syndrome, donc TLM, c'est-à-dire toujours les mêmes qui prennent la parole. Ça, c'est des grandes questions, justement, pour essayer de mettre en place cette pleine participation de tous. Brigitte Portel, on va poursuivre avec vous, peut-être pour continuer à définir le périmètre du pouvoir d'agir, puisque c'est sur cette question-là que vous travaillez. Comment vous parvenez à mettre en œuvre et à développer ce pouvoir d'agir? Quels sont les freins que vous rencontrez et comment vous tentez de les dépasser? Alors, attendez, votre micro qui est tombé tout à l'heure, on va l'utiliser maintenant. Hop. Voilà. Bonjour. Alors, je remercie Philippe pour son introduction. Je ne sais pas trop quoi ajouter. C'était très complet. Voilà, et je me retrouve tout à fait dans ce que vous avez pu dire et dans vos références. Alors, la question du développement du pouvoir d'agir, je vais peut-être revenir à un philosophe qui s'appelle Paul Ricoeur, que vous avez cité. Et sur ce que dit Paul Ricoeur, se sentir capable à ses yeux et aux yeux des autres est un enjeu central de la condition humaine. Voilà, je pense que ça fait écho à ce que vous avez pu introduire tout à l'heure. Ricoeur va nous parler de la souffrance. Et la souffrance, c'est un sentiment partagé qu'on peut vivre en tant que personne au travail et en tant que personne dans sa vie personnelle. Et Ricoeur va définir la souffrance en disant qu'elle n'est pas uniquement le fait d'une douleur physique ou d'une douleur mentale, mais que la souffrance peut être également définie par une diminution, voire la destruction de la capacité d'agir, du pouvoir-faire qui peut être ressenti par la personne ou par les personnes comme une atteinte à l'intégrité de soi, donc à sa dignité. Et quand Ricoeur parle d'agir, Philippe, vous le savez, c'est pas s'agiter ou s'activer, c'est agir au sens philosophique du terme, c'est-à-dire agir par rapport à quelque chose qui est important pour soi, qui a du sens pour soi, et agir sur le monde, c'est-à-dire transformer le monde. Donc, je vous rejoins quand vous parlez de révolution socio-culturelle. Moi, je vais parler de changement de paradigme, que l'institution puisse se reconfigurer pour faire avec et soutenir les personnes. Si on ne travaille pas avec les personnes, on va travailler contre les personnes. Donc, le développement du pouvoir d'agir, c'est comment agir quand on nous dit que c'est pas possible d'agir. Quand on se sent empêché d'agir, quand on se sent bloqué pour agir ou quand on n'ose pas agir. C'est s'autoriser à agir. Et comment on s'y prend? Alors, moi, je suis formatrice, donc je fais bien sûr des formations qui prennent 10 jours pour former des professionnels et des personnes, dites personnes accompagnées à cette approche. Donc, je ne vais pas vous résumer en 2 minutes comment on peut s'y prendre. On s'appuie sur une approche, donc une démarche qui a été formalisée par un universitaire, un chercheur, mais qui a les pieds sur terre, d'origine française, qui vit au Québec, qui s'appelle Yann Le Bossé.
Yann Le Bossé s'est intéressé aux pratiques de terrain, aux pratiques d'accompagnement dites qu'elles marchent, c'est-à-dire qui donnent à la fois satisfaction aux personnes, mais également aux professionnels qui accompagnent ces personnes. Et il a formalisé une démarche qu'il nomme le modèle en 4 axes, qui en fait est un tableau de bord, une espèce de modèle de référence qui donne des indications pour pouvoir accompagner ce développement du pouvoir d'agir. Voilà. Voilà une référence que vous nous avez donnée effectivement de Yann Le Bossé. Quand vous dites c'est un chercheur mais il a les pieds sur terre, c'est que vous estimez qu'il y a des chercheurs qui n'ont pas les pieds sur terre? Oui, en France en particulier, je veux dire que d'abord il a un langage très compréhensible, voilà, il parle normalement et souvent les universitaires en France ont un langage, le langage de l'entre-soi, hein, très conceptuel qui fait qu'on ne s'y reconnaît pas en tant que praticien. C'est quelqu'un qui donc a une pratique du terrain aussi auprès de jeunes dits déscolarisés, empêchés. Et puis, il s'est intéressé aux pratiques sur le terrain, dans le domaine notamment de ce qu'on appelle les sciences de l'orientation au Québec, c'est-à-dire de l'insertion socio-professionnelle. Et il est allé rencontrer aussi aux médecins, il est allé rencontrer des médecins qui accompagnent des femmes victimes de violences et puis des travailleurs sociaux, des intervenants socio-médicaux. Et il est allé observer leurs pratiques de terrain. Voilà, je me suis permis de rebondir là-dessus parce que c'est vrai que le langage déjà est une première barrière par rapport à la participation pour tous. Et vous évoquiez le langage des chercheurs, mais on peut parler aussi du langage de l'administration, on peut parler de plein de domaines où on ne comprend même plus ce que les gens disent et comment participer lorsqu'on ne comprend plus le message. Je pense qu'on l'a tous expérimenté et vécu ici. Et c'est en ça où c'est d'ailleurs très beau de voir la relation entre Philippe et Sylvain, car ils arrivent à se comprendre avec leur langage et leur système d'épellation. Preuve en est que la communication et que l'outil de communication est essentiel. Et c'est toujours important de le rappeler. Gilles Gaillard, lui, s'exprime très bien avec le langage. Il n'a aucun problème. Et il va nous expliquer aussi, au sein des PEP 45, à partir d'un exemple, d'un projet, puisque vous avez souhaité co-construire le projet associatif avec l'ensemble des parties prenantes. Donc là, on est dans une illustration. Gilles, vous allez nous l'expliquer en nous rappelant évidemment le rôle des PEP 45. Alors, il y a le langage et il y a le micro. C'est-à-dire qu'il faut savoir parler, mais aussi savoir se faire entendre. Oui, celui-ci marche. Allez-y. Oui, donc les PEP 45, c'est une association qui est aussi vieille que la fédération, parce qu'on est créé à peu près en même temps. Je ne veux pas épiloguer plus, mais nous agissons en totalité dans le médico-social. Hein, à peu près 35 établissements, services et dispositifs, pratiquement plus de 800 salariés donc dans l'association sur l'ensemble du département. Alors effectivement, j'ai souhaité que le projet associatif qu'on reconstruit là pour la période 2023-2027 soit fait, alors j'ai appelé en co-construction, parce qu'il me semble que le pouvoir d'agir et la co-construction sont deux éléments qui peuvent tout à fait fonctionner ensemble. Et ça, je dirais que c'est aussi une philosophie, quelque part, qui a toujours été la mienne dans toute ma carrière professionnelle et bénévole, notamment quand j'étais formateur des cadres de centres de vacances, d'associer les gens. Alors effectivement, avec cette difficulté, ça a été dit, hein, comment susciter la participation lorsque les personnes n'ont pas l'habitude. Effectivement, tout notre mode d'éducation n'est pas tellement fait, sinon pour ne pas dire le contraire, dans la participation. Enfin, moi j'étais enseignant dans le primaire. Durant ma formation, il fallait qu'on se bataille pour participer à notre propre formation, et ce n'était pas évident dans les instituts de formation, même à l'école normale de l'époque. Et donc, il faut effectivement, lorsqu'on est en situation de responsabilité, avoir ce souci, cette philosophie à vouloir mettre en œuvre. Et à partir de là, lorsque c'est une espèce de mode de conduite personnelle ou militante, hein, ça a été évoqué tout à l'heure, eh bien, on essaye de la mettre, moi j'ai à tous les cas essayé de la mettre en place à chaque fois dans tous les lieux où j'ai eu à agir et être en situation de gouvernance. Et donc, on a modestement notre projet associatif, on est tout simplement parti qu'il y avait un certain nombre de thèmes à évoquer dans le projet associatif. Alors, je ne les détaille pas, on les détaillera peut-être s'il y a des questions. Et puis, on s'est réunis. On a au sein des PEP 45 un comité d'orientation stratégique, hein, qui regroupe à la fois des administrateurs bénévoles et des directeurs
de nos établissements, on s'est dit, eh ben, on va essayer de partir d'un questionnaire. Donc on a élaboré un questionnaire. On l'a diffusé à l'ensemble de l'association, c'est-à-dire l'ensemble des salariés, l'ensemble des parents, l'ensemble des personnes qu'on accompagne. Et puis, on leur a dit, bah, vous répondez à ces questions. Voilà, vous répondez à ces questions. Ça s'est fait en début d'année, en février-mars de cette année. Et on a eu à peu près un retour d'une centaine de réponses. Alors, toutes variées, hein. Et ce qu'on s'était dit, c'est qu'il faut aussi que, pour construire notre projet, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure par rapport au vocabulaire, on allait non seulement s'appuyer sur les idées qui allaient sortir, mais aussi sur les mots qui allaient sortir. De façon à ce que ce projet soit bien le projet des gens, et non pas, bah, écoutez, on vous a consulté, puis on garde notre vocabulaire, qui est quelquefois un peu abscon, c'est vrai. Et donc, on est en train aujourd'hui de travailler sur ces retours. On a commencé au mois de juin sur une partie des réponses, hein, qui concernait la vie associative, la transition écologique, qui concernait, je sais bien d'autres aspects. Et puis là, on va, à l'automne, là, c'est prévu en novembre et décembre, de partir sur ce que les personnes nous ont répondu, justement, sur leur pouvoir d'agir dans l'association, que ce soit les personnes que nous accompagnons ou les familles. Et donc, là, on va retravailler ça à travers d'ateliers qui vont être diffusés, 3 ateliers dans l'ensemble du département, auxquels seront conviés les salariés, des familles, des personnes accompagnées, hein, effectivement, avec la mesure de ce qu'elles peuvent nous faire partager. Et donc, après, effectivement, la phase suivante, ça sera une synthèse de tout cela. L'objectif, c'est d'arriver à construire ce projet définitivement au mois de février, au mois de mars. Donc, c'est important aussi que quand on veut développer ce pouvoir d'agir, c'est de se donner du temps. Se donner du temps, être souple dans ses réactions, parce qu'effectivement, les réponses ou la façon dont les personnes réagissent, eh bien, nous obligent, quand on pilote l'opération, à être en grande souplesse. Pas forcément avoir un cadre complètement défini, mais effectivement, reconstruire au fur et à mesure aussi les choses qu'on veut piloter ensemble. C'est vrai que ce que vous évoquez, se laisser du temps, on voit bien que le temps peut parfois être un argument contre le projet, en disant on n'a pas le temps de consulter, on n'a pas le temps de faire participer les gens, il faut agir, parce que nous, on sait comment on va faire, et de toute façon, on n'a pas le temps. Donc c'est vrai que la question de se donner du temps est essentielle, et encore plus dans notre société, qui est très vite une société de l'urgence permanente par rapport aux différents projets, aux différentes actions. Donc retrouver le temps de se donner du temps pour mieux concevoir les actions. Merci pour cet exemple de co-construction. Claire Saada, vous aussi, vous avez des exemples de participation. Là, je reprendrai le syndrome qui a été évoqué tout à l'heure de TLM, de Toujours les Mêmes, par Pierre-Yves, qui disait que les femmes étaient sous-représentées, donc par définition sous-écoutées. D'ailleurs, parfois, peut-être, elles peuvent être justement représentées et toujours sous-écoutées. Vous, cette question justement des femmes est au cœur aussi de votre action, votre projet, puisque vous avez créé la volonté des femmes en Ariège, c'est bien ça, hein, VFR. Enfin, vous allez nous expliquer. Ouais. On ne l'a pas tout à fait créé. Volonté de Femmes en Ariège, c'est une structure qui a rejoint la petite famille des PEP 09 en 2019. Et c'est du coup, cette structure s'est créée en 2015. Ça a été créé par des femmes qui est à l'initiative d'un stage de retour à l'emploi. Elles ont créé une dynamique et cette dynamique-là les a emmenées tellement loin, ça a tellement répondu à des besoins à elles à ce moment-là et à leurs préoccupations qu'elles ont décidé de se monter en association à ce moment-là pour pouvoir continuer à développer cette dynamique-là qui leur tenait tant à cœur et qui a fait que petit à petit, ça a même répondu à de la création d'emplois pour une salariée qui est encore aujourd'hui à nos côtés. Et puis une deuxième, et puis une troisième, et puis voilà. Et c'est une structure qui accompagne des femmes qui sont... selon 2 axes. Un, où elles sont victimes de violences conjugales et de violences sexistes au sens large et intrafamiliales, et voilà. Et aussi, du coup, des femmes qui sont en rupture sociale pour diverses raisons, qui vont des personnes qui arrivent dans le département et qui sont sans attache, des femmes qui se retrouvent seules suite à des séparations et les cercles familiaux, amicaux se délitent et du coup elles se retrouvent seules, des femmes plus âgées qui du coup le compagnon décède et elles se retrouvent seules
Et elles ont trouvé, en tout cas dans cette structure, une réponse à leurs besoins à elles. Et ces besoins-là, c'est elles qui les pensent, qui les créent, qui disent à un moment, nous, on aimerait, par exemple, partir en vacances. Voilà, on aimerait bien faire des trucs, partir en vacances ensemble. Et notre rôle à nous, là, ça a été de juste les accompagner à pouvoir, elles, s'organiser, parce qu'elles sont tout à fait en mesure de le faire, pour pouvoir finalement s'organiser de temps en temps une sortie du côté du Mirepoix, par exemple, ou ensuite on peut aller faire une balade du côté d'Ax-les-Thermes. Et voilà. Et notre rôle à nous, ça n'est que ça. Mais c'est là, pardon, je me permets de vous interrompre, votre rôle à vous, ce n'est que ça. Je crois que ça a été aussi un point de crainte. En tout cas, quand il y a un accompagnement extérieur, comment cet accompagnement est-il reçu, accepté, pour pas qu'il y ait ce sentiment de prise, justement, du pouvoir de décision, presque. C'est ça, parce que du coup, la fusion est assez récente. Et c'est vrai que, alors oui, ça n'est que ça, notre travail. Et aussi, du coup, d'instaurer la confiance entre ces femmes qui ont créé un super chouette outil qui répond à des besoins hyper importants sur notre territoire, et de leur montrer qu'on ne les dépossédera pas de ça et qu'on va les accompagner là-dedans. Alors oui, il y a des vraies questions de financement qui se posent, et il faut qu'on puisse rendre des comptes. Ça fait partie du jeu aussi. Mais que ça ne les empêchera pas de continuer à agir, à participer et à utiliser cet outil comme elles en ont besoin. Et du coup, voilà, on ne fait que ça pour l'instant. Du coup, les accompagner et continuer à créer la confiance et à développer la confiance entre elles et nous. Voilà, mais ça met de nouveau en lumière aussi l'une des problématiques entre, on va dire, une professionnalisation globalement d'une action, un encadrement qui est parfois nécessaire pour qu'ils puissent déjà être protégés, puis peut-être se développer, sans perdre effectivement l'intention d'origine. Linda Desmoulins, vous êtes, je le disais, directrice qualifiée de l'association GPA, le groupement plurielier associatif. Évidemment, vous œuvrez aussi pour cette participation à ne pas confondre avec revendication. C'est aussi l'un des freins. Oui, alors effectivement, nous, on a répondu à un appel à projet de la CNSA en 2021. Un appel à projet portant sur la participation des personnes vivant à domicile et leurs proches aidants dans la gouvernance des services qui les accompagnent. Donc la particularité de GPA, c'est d'avoir des dispositifs qui accompagnent des personnes de la naissance jusqu'à la fin de vie, donc des personnes en situation de handicap, des personnes âgées, des personnes vulnérables. Et en fait, on a souhaité faire porter dans le cadre de la réponse à l'appel à projet, on s'est appuyé sur un service d'aide à domicile de l'association. On est parti des plaintes et réclamations des personnes. Alors effectivement, le service reçoit des plaintes et réclamations, répond à ces plaintes et réclamations, mais on avait du mal finalement à projeter les réponses apportées à ces plaintes et réclamations dans une dimension beaucoup plus large d'amélioration de la qualité du service rendu. Et on s'est dit, en répondant à cet appel à projet, peut-être que ce serait un levier pour justement permettre aux personnes d'être davantage actrices de la qualité du service rendu. Alors, on avait un cahier des charges très précis au niveau de la CNSA, parce qu'il y avait deux axes, à la fois améliorer la qualité du service rendu aux personnes, mais aussi contribuer à l'amélioration de la qualité de vie au travail des professionnels qui les accompagnaient au quotidien. Donc, on s'est proposé de créer une commission composée d'ambassadeurs qui allaient véritablement être acteurs et non pas simplement observateurs de la démarche qualité. Donc on s'est dit, les plaintes et réclamations, une fois qu'on y a répondu, comment on s'assure que la réponse apportée par le service, elle est de qualité. Donc on s'est dit, cette commission, ces ambassadeurs assureront un espèce de service après-vente et iront directement auprès des bénéficiaires qui ont reçu des réponses à leurs plaintes et réclamations pour voir si la réponse apportée, elle correspond bien à la réclamation qui a été faite. On s'est aussi appuyé sur la volonté d'améliorer l'enquête de satisfaction, puisque je reprends ce que vous disiez tout à l'heure, c'est pas évident un questionnaire de satisfaction. Et en fait, on s'est rendu compte, alors tous les ans, on envoie notre questionnaire de satisfaction, on a des retours plus ou moins importants, mais finalement, quelle est la perception et la compréhension de ce questionnaire par les bénéficiaires? On s'est aperçu que les bénéficiaires, en fait, ils comprenaient pas toujours le sens des questions et qu'est-ce qu'on recherchait à évaluer derrière ce questionnaire de satisfaction. Et donc, on s'est dit, on va aussi, ces ambassadeurs, cette commission, va aussi avoir pour objectif de faire participer les personnes à la création même de ce questionnaire pour pouvoir formuler des questions qui soient compréhensibles et accessibles aux personnes à qui ce questionnaire est destinataire.
Et puis on s'est dit, qui mieux que les personnes peuvent parler de leurs problématiques et transmettre finalement aussi aux professionnels leurs problématiques du quotidien. Et ces ambassadeurs auront aussi, dans le cadre de cette commission, pour mission de faire des séances de sensibilisation sur la vie de tous les jours d'une personne vulnérable en situation de handicap, d'une personne âgée, et donc de pouvoir transmettre aussi aux professionnels leur quotidien pour du coup améliorer la qualité de l'accompagnement. Et c'était aussi un moyen de faire se rencontrer dans cette commission à la fois des professionnels, des personnes accompagnées et des proches aidants. Donc le projet est en cours de déploiement puisque donc la CNSA finance le projet sur une durée de 30 mois avec la possibilité de pérenniser ce dispositif au-delà des 30 mois. Alors cet appel à projet, cette commission d'ambassadeurs qu'on a créée donc, début 2022, elle est arrivée juste avant le décret de 2005 sur la réforme du Conseil de la vie sociale. Et on s'est dit que finalement, cette commission et ce décret allaient nous ouvrir aussi des portes supplémentaires pour créer au sein de l'association un espèce de super CVS, si on peut appeler ça comme ça, qui irait au-delà des missions confiées par le Code de l'action sociale et des familles, en impliquant davantage les personnes accompagnées dans la qualité du service rendu et en créant une dimension supplémentaire au niveau du droit des personnes. Ce qu'on a souhaité aussi, pour répondre au cahier des charges de la CNSA dans cette commission, c'est réaliser un film témoignage tout au long du projet qui puisse mettre en lumière les freins, les leviers dans la mise en œuvre de ce projet. La commission a commencé à se réunir. On a eu quelques groupes de travail. On a quelques ambassadeurs qui se sont portés volontaires. Et dans la constitution même de cette commission, on s'est rendu compte à quel point il était compliqué de faire participer les personnes. Participer et non pas forcément revendiquer. Et c'était là toute la question. Les premiers groupes de travail, les premières réunions, ça a été beaucoup « Ah oui, mais le service ne fait pas ceci, le service ne fait pas ça, on n'est pas entendu, on n'est pas écouté. » Et donc, on s'est dit « Mais quelle perception les bénéficiaires ont du service ?» Et on a commencé à expliquer davantage ce qu'était le service, du premier coup de téléphone donné par le bénéficiaire au service jusqu'à la première intervention à domicile. Et on a décortiqué avec ces ambassadeurs le fonctionnement du service. Et du coup, ça a permis aussi de mieux comprendre, pour les bénéficiaires en tout cas, de mieux comprendre comment s'organise un accompagnement, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme contrainte, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme difficulté, mais aussi de pouvoir identifier les leviers sur lesquels on pouvait s'appuyer pour améliorer la qualité du service rendu. Et finalement, les derniers ateliers, on en a eu un au mois de septembre, et que, effectivement, on va pas revendiquer, mais on va plutôt essayer de comprendre pourquoi, à certains moments, la qualité du service rendu que nous recevons en tant que bénéficiaires n'est pas à la hauteur de ce que nous en attendons. Voilà, donc la commission vient juste de se mettre en place. Quelques réunions se sont faites. Donc on a pour projet d'avoir ce film témoignage aussi qui retracera sur les 30 mois d'existence du projet la réalisation de celui-ci. Et parmi les axes de travail qu'on s'est donnés dans cette commission, c'est de créer aussi une chaîne YouTube pour pouvoir permettre aux bénéficiaires de se faire aussi porte-parole de leurs expériences sur la qualité du service rendu, mais pas que. De pouvoir aussi être des témoins sur la place des personnes vulnérables dans la société, le respect de leurs droits, comment ces droits sont-ils appréhendés. Donc voilà, on dépasse vraiment un peu le spectre de ce qu'on pourrait imaginer être un conseil de la vie sociale tel que la réglementation nous le permet. Voilà, puisque vous évoquez les chaînes YouTube, Philippe connaît bien aussi YouTube, puisqu'il a sa propre chaîne, il est très actif sur les réseaux sociaux. J'en profite pour ce rebond. Et puis ce que vous évoquiez, c'est-à-dire mieux comprendre les contraintes de l'autre, c'est une sorte de vie ma vie nécessaire qu'on se doit de tout savoir, de dire, voilà, tu revendiques de ta position, mais essaie de comprendre les contraintes qui sont les miennes. Donc ça passe aussi par ce partage et cette meilleure compréhension des uns avec les autres. On retiendra aussi le questionnaire, qui est, quand vous dites une consultation, c'est vrai que c'est un peu la même logique que l'invitation. C'est-à-dire qu'on nous invite, mais si on nous invite dans un espace contraint, à l'heure que l'on souhaite, au moment que l'on souhaite, c'est plus tout à fait une invitation. Donc c'est intéressant de co-construire l'invitation comme on peut co-construire les questions. Les questions, maintenant, ce seront les vôtres, puisque je vais donner la parole à la salle en donnant les conditions de l'écoute, si j'ai bien retenu la leçon. Donc vous pouvez intervenir quand vous voulez,
pourquoi pas maintenant, d'où vous voulez, à gauche ou à droite. N'hésitez pas à prendre la parole pour poser une question à nos intervenants maintenant qu'on a fait ce premier tour de table et que vous avez mieux compris les projets des uns et des autres. Et pour celles et ceux qui ne s'autorisent pas à parler, eh bien, autorisez-vous, ne vous censurez pas, allez-y, on ne vous jugera pas, ou si peu, ou alors on le gardera pour nous. Allez-y. Alors, est-ce qu'on va avoir le droit à un tous les mêmes, là, sur la première personne qui va parler? Un homme, j'en étais sûr. Mais c'est pas possible, un homme au premier rang, mais voilà, mais c'est toujours les mêmes. Bon, je veux bien donner le micro à quelqu'un d'autre. Non, merci beaucoup, monsieur, je vous en prie. Alors, c'est une question à Madame Saada. Donc, j'ai tout à fait apprécié quand vous dites que vous avez accompagné les femmes à s'organiser, ne faire que ça. Effectivement, ça signifie qu'il n'y a pas eu de prise de pouvoir, entre guillemets, de la part des professionnels. Et j'ai rencontré ça plusieurs fois dans des collectifs, effectivement. Par contre, vous avez parlé aussi de la confiance. Voilà, vous avez parlé de la confiance. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur comment on met en place cette confiance? Qu'est-ce qu'il y a comme ingrédient de la confiance? Comment on gagne la confiance de quelqu'un? Alors, j'ai 2-3 idées qui me sont venues. Est-ce que c'est pouvoir leur laisser leur pouvoir d'agir et que les gens se rendent compte qu'ils peuvent continuer à agir, elles, et du coup, la confiance peut s'installer là-dessus, et donc ne pas être dépossédé de quelque chose de soi. Mais voilà, vous avez certainement davantage à nous en dire. Ça passe par là, forcément. Mais je pense aussi, et ce que dit Linda aussi, c'est par une meilleure connaissance les uns des autres aussi. Et il y a vraiment ces échanges réguliers et sur lesquels je pense que nous, on a vachement de progrès à faire pour expliquer ce qu'on fait, comment on le fait. Et oui, il faut qu'on se rencontre, il faut qu'on échange. Ça se passe... en fait, il faudrait que tout le monde vienne un jour à VFA pour voir comment c'est. Mais c'est une structure où on rentre, on vient, on peut passer 2 minutes juste pour faire un coucou, repartir aussi sec. Il y a toujours quelqu'un qui est là et qui accueille. Et on peut venir avec rien. Voilà. Et ces moments où on vient avec rien, juste par l'envie de passer faire un coucou, c'est des moments qui sont propices à ces échanges-là. On se retrouve autour d'un café et puis en fait, on laisse la discussion se faire comme ça et en fait, on se rencontre, on développe de la confiance comme ça, mais je ne sais pas, on n'a pas de recette magique, mais nous, en tout cas, on le fait comme ça et ça passe beaucoup par de l'échange et de l'explication et avec beaucoup de respect dans l'écoute aussi de ce que les personnes peuvent nous renvoyer. C'est pas toujours évident parce qu'il y a des fois où, oui, on a des logiques qui font que il faut qu'on puisse justifier auprès des institutionnels de ce qu'on fait et comment on le fait. Et la question des finances publiques est un réel problème sur notre secteur, n'est-ce pas? Mais voilà, en tout cas, en le faisant comme ça, on se rend compte que ça fait partie des petits leviers qu'on a et qui prennent petit à petit. Et voilà. Donc si je comprends bien, pour susciter les conditions de la confiance, il ne faut pas tenter de les susciter. C'est-à-dire qu'il faut laisser faire, laisser aller, que parfois vouloir justement un cadre et mettre en place un cadre de la confiance, ce serait peut-être par moment dévoyer la notion même de confiance. Et là, ça me rappelle la notion de la défiance. Et c'est en cela où je vais interroger Pierre-Yves, s'il est toujours avec nous à distance depuis Montpellier. On est loin, Pierre-Yves. Justement, la confiance est primordiale. Merci d'avoir posé cette question et d'avoir prononcé ce mot. D'autant plus compliqué dans une société qui est un peu une société de la défiance. Parce que parfois, lorsqu'on met en place des projets de participation, le citoyen peut se dire que c'est une instrumentalisation, parfois politique ou associative, que c'est une volonté aussi d'affichage, mais qu'il n'y a pas de réelle volonté d'écoute. Comment vous faites en sorte, Pierre-Yves, de lutter contre ce sentiment de défiance qui, on le sait, est très présent dans notre société? Alors oui, merci effectivement poser cette question. Je dirais, pour compléter un petit peu ce que vient de dire l'intervenante précédente, Madame Saada, c'est que la confiance, je pense que ce qui est nécessaire, c'est qu'il y ait une confiance des participants pour pouvoir participer véritablement et gagner en capacité d'agir. Il doit y avoir confiance dans les autres participants, dans les personnes, mais il faut aussi une confiance dans le processus. Il faut une confiance dans le système, si je puis dire, dans lequel on s'engage quand on participe, c'est-à-dire dans les institutions, les règles,
etc. Et effectivement, actuellement, ce n'est pas le cas. Si vous regardez en matière de démocratie participative, si vous regardez, il y a eu des sondages qui ont été faits il y a déjà quelques années sur l'opinion des Français, sur des échantillons représentatifs, hein, comme font les instituts de sondage, l'opinion des Français sur la participation citoyenne. Ben, vous vous rendez compte qu'à peu près à 70%, les Français considèrent que c'est une bonne chose. C'est nécessaire pour la démocratie, c'est utile. Et en même temps, vous avez à peu près 80% qui pensent que ça ne sert à rien. C'est-à-dire que là, vous dites comment c'est possible. C'est-à-dire que, en gros, voilà, ce que j'en tire comme conclusion, c'est que la plupart des gens estiment que oui, ça devrait être nécessaire et que ça devrait favoriser, améliorer la démocratie en France, mais concrètement, on ne fait pas suffisamment cas de leurs paroles. Et ça, c'est un problème majeur. Moi, dans la plupart des dispositifs de participation, on suscite la participation des citoyens. Une des premières questions que posent les participants, c'est celle-là. C'est mais à quoi ça va servir, quoi? Qu'est-ce que vous allez faire de notre parole? Quelles vont être les suites? Il y a un sentiment, voilà, il y a un sentiment de défiance qui est absolument généralisé. Et ce n'est pas étonnant, c'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que dans beaucoup de dispositifs de participation, les décisions qui sont prises ensuite ne prennent pas suffisamment en compte, au moins aux yeux des participants, hein, leur contribution. C'est-à-dire qu'ils estiment que eh bien, ils n'ont pas pu peser de façon suffisamment significative sur la décision qui est prise. Donc, clairement, l'interprétation qu'ils en font, c'est qu'on les instrumentalise, on les manipule, et que tout ça relève de stratégies de communication politique, mais concrètement, que les décideurs publics ne sont pas prêts à faire évoluer les systèmes de décision. Voilà, donc ça, c'est vraiment un sentiment assez général, hein, qui domine parmi les participants au dispositif de démocratie participative, hein. Donc, je vous disais tout à l'heure, la question des publics, et notamment la diversification des publics, c'est une préoccupation, c'est un enjeu pour nous, et c'est principalement un enjeu qui est porté par les animateurs, les organisateurs, les concepteurs des dispositifs participatifs. Mais l'autre enjeu qui est porté, lui, par les participants, c'est à quoi ça sert. À quoi ça sert de passer du temps, en plus de façon bénévole, alors qu'on n'a aucune garantie sur ce qui va être fait ensuite de notre part. Effectivement, à quoi ça sert, je pense qu'ici, on a forcément en tête aussi la consultation citoyenne qu'il y a eu sur les questions du climat, où il y a eu beaucoup de frustration et de déception après un long travail, puisqu'on a vu que le fruit de ces réflexions, qui a été d'ailleurs très enrichissante pour les gens qui ont participé, mais ne s'est pas forcément traduit en actes derrière, ou si peu. Gilles, je vous ai vu hocher de la tête, je crois que vous souhaitez réagir, et Linda après vous. Oui, je souhaitais un petit réagir parce que j'ai aussi eu une expérience d'élu local pendant 25 ans et notamment de maire pendant 13 ans. Et je crois que c'est une responsabilité importante qu'il faut fixer au départ quand on met en place des participations citoyennes. C'est de dire, en tous les cas, moi c'est ce que j'ai fait en tant que maire, de dire à quoi on s'engage et de dire qu'on tiendra les engagements. Et je crois que la confiance, elle est réussie, elle est pleine, enfin peu importe l'adjectif qu'on peut utiliser, à partir du moment où le projet qu'on a co-construit ensemble avec les citoyens, eh ben effectivement, il débouche sur une réalité effective. Moi, je l'ai fait sur un aménagement dans la commune dans laquelle que je dirigeais. Et effectivement, à tel point d'ailleurs que lorsqu'on a présenté le projet avant qu'il soit réalisé à la population, ce n'est pas moi qui l'ai présenté, ça a été des citoyens qui avaient participé à la co-construction de ce projet. Et je crois que c'est aussi un engagement, si aujourd'hui, effectivement, il y a de la défiance, c'est que au départ, le pire, c'est le mensonge de l'engagement. Hein, c'est-à-dire qu'on dit on va prendre en compte ce que vous dites, ou alors on ne le dit pas, on dit on prendra en compte qu'une partie parce qu'il peut y avoir des contraintes, etc., etc. Mais à partir du moment où on prend l'engagement de dire on fait de la co-construction et on prendra en compte ce que vous dites, il faut aller jusqu'au bout. C'est la responsabilité de ceux qui lancent la co-construction. Et ça, c'est effectivement, je veux dire, malheureusement, ici ou là, on a des expériences où les gens en situation de décision
ne respectent pas le contrat qu'ils ont fixé au départ. Alors juste une petite question volontairement provocatrice, juste pour compléter, puis après je donnerai à Linda, c'est que si on va au bout de ce raisonnement-là, est-ce qu'il faut continuer à faire confiance à l'institution ou aux décideurs pour la bonne application de ce qui a été dit, ou est-ce qu'il faut contraindre ce décideur à la bonne application ? Oui, on revient à une question de base entre est-ce qu'on doit sanctionner pour ne pas répondre, ou est-ce qu'on fait confiance, qui serait a priori l'idéal. Mais si ça ne se produit pas, qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'il y a aussi cette notion de à quoi ça sert, et puis de toute façon ils ne le feront pas, et puis s'ils ne le font pas, en plus rien ne les oblige de le faire. Vous voyez ce que je veux dire ? Question, alors, est-ce qu'il faut, en gros, volontairement, est-ce qu'on ne va pas aller jusqu'à contraindre, ou faut-il aller jusqu'à contraindre ? Moi, je ne me suis jamais senti contraint puisque j'avais pris l'engagement de respecter dès le départ. Je crois que quand on est élu, il y a une sanction qui est très simple. Hein. Je veux dire que si on s'engage et qu'on ne respecte pas, la fois prochaine, on n'est pas forcément élu. Hein, ou on prend l'engagement de ne pas se représenter parce qu'on a été incapable de respecter ses engagements. Mais ça, c'est après des philosophies personnelles. Hein. Et malheureusement, par rapport au pouvoir, peu ont des philosophies, j'allais dire, dans le sens du débat qu'on a aujourd'hui. Merci. Linda ? C'est effectivement très important, cette notion de confiance et d'engagement. Dans le cahier des charges de la CNSA, il était clairement dit qu'il fallait trouver un mode de participation qui permette aussi d'avoir un impact sur la gouvernance. Donc là, quand on a créé cette commission, on a dit OK, on met en place cette commission, il y a des ambassadeurs qui vont venir aussi réinterroger le fonctionnement de notre association, des services, etc. Et à un moment donné, ils vont venir présenter des choses à la gouvernance associative. Donc, est-ce que la gouvernance associative, elle est aussi prête à entendre ça, et comment elle va intégrer ça ? Dans un projet associatif, on est tous d'accord, la laïcité, la participation des personnes, le libre choix des personnes, etc. Sauf qu'une fois qu'on a donné aux personnes le pouvoir d'agir, l'espace et les moyens, eh bien, elles arrivent avec leurs propositions, avec leurs questionnements, avec leur volonté d'agir. En tant qu'institution, comment nous, on est prêt à recevoir ça et à prendre en compte ça pour donner une légitimité à la parole des personnes et pas rester uniquement dans une bonne intention d'affichage où on se donne bonne conscience. Brigitte, il fonctionne. Oui, juste un petit mot là par rapport à la participation. Je ne sais pas si vous connaissez l'échelle d'Arnstein qui est souvent mobilisée pour évaluer les degrés de participation, mais ça va quand même d'une non-participation qu'elle définit comme manipulation à une forte participation qu'elle définit comme pouvoir citoyen. En France, dans le travail social, on a retenu 4 niveaux. Le niveau de l'information, qui est une forme de participation, le niveau de la consultation, le niveau de la concertation et le niveau de la coproduction. Donc, quand on parle de participation, de quoi on parle ? Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Si on regarde l'exemple de la réunion publique dans une commune, souvent la réunion publique, c'est une réunion avec une information descendante par rapport à des questions qui ont été définies par qui ? Souvent, ce ne sont pas des questions qui ont été définies par les citoyens, mais par d'autres. Donc, Joël Zask, philosophe, qui a beaucoup écrit sur la participation, elle pose cette question, elle dit « Mais comment vous voulez faire participer des personnes qui n'ont en rien été consultées, qui n'ont pas été à l'origine de la définition du problème ou des questions qui sont posées, il vaudrait mieux utiliser un autre terme. » Voilà, donc je pense que quand on parle de participation, de quoi on parle ? Alors, en ce qui concerne l'approche centrée sur le développement du pouvoir d'agir, ce qu'on a tendance à dire, c'est qu'il y a participation quand la participation, elle vise le développement du pouvoir d'agir des personnes par rapport à ce qui est important pour elles, c'est-à-dire par rapport à ce qu'elles ont défini comme important pour elles, à un niveau individuel et à un niveau collectif. Et je voulais juste dire un autre mot sur la question du temps. Je vous ai dit que je suis formatrice, j'ai été travailleur social pendant 20 ans, et aujourd'hui, j'entends en formation des professionnels qui me disent
et qui me le répètent à chaque formation, nous n'avons pas le temps. Nous n'avons pas le temps avec les personnes. Je trouve que c'est grave, c'est très grave. C'est une question éthique, philosophique. Prendre le temps, avoir la disponibilité de l'écoute, mais l'écoute est nécessaire mais pas suffisante. Je trouve que c'est grave que des travailleurs sociaux, des intervenants médico-sociaux à l'hôpital, on dit qu'on n'a pas le temps avec les personnes. Voilà. Et je trouve que c'est vraiment une question à poser au niveau des organisations, des structures, des politiques publiques, des pouvoirs publics et des directions des conseils d'administration. La question du temps. Voilà, et c'était bien de reprendre le temps de l'évoquer de nouveau, puisqu'on l'avait évoqué au départ, cette question du temps qui semble évidemment cruciale. Et là, ça va être un second temps, un deuxième temps pour accueillir une deuxième question ici dans la salle, pour continuer cette participation. C'était un doigt qui se lève avec une main levée ou c'était juste un... Non, d'accord, ça vous grattait, c'est ça? Alors voilà, une question au fond de la salle. Bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'avoir reprécisé sur la participation parce que là où je rejoins, je suis désolé, j'ai oublié votre nom, la personne d'Erasme. Tout est participation. C'est un grand fourre-tout. Effectivement, c'est comme inclusion. Tout le monde est dans l'inclusion, tout le monde est dans la participation maintenant. Effectivement, avec ce que disait Jean-Yves, une absence claire de pouvoir décider en fait. C'est-à-dire qu'on nous demande notre avis et puis on donne notre avis et puis on va s'arrêter là. Et je vous remercie. J'ai une question un peu plus naïve, mais vous avez espoir que ça bouge ou pas? On a une société, la question elle est démocratique derrière. C'est-à-dire que c'est comment on fait société ensemble, comment on accepte que l'autre va faire un pas, qu'on va décider et construire ensemble ce qui est au milieu de nous-mêmes. Est-ce qu'on a espoir que ça change aujourd'hui? Moi, je suis un peu pessimiste dans le climat social et démocratique du moment. Alors c'est normal de l'être pessimiste, parce que vous avez raison. Je pense que par rapport à tous les problèmes qu'on vient d'évoquer là, c'est logique de se dire est-ce qu'on a espoir que ça bouge? Je pense que c'est une très bonne question. On peut essayer d'ailleurs d'apporter une réponse collégiale. Est-ce que vous avez espoir que ça bouge? J'aimerais bien que chacun puisse rapidement s'exprimer là-dessus. Qui commence? Allez Brigitte, puisque vous avez été... Si déjà on utilisait à l'échelle individuelle nos propres marges de manœuvre, je pense que là où on se trouve, de sa place, si on utilisait nos marges de manœuvre collectives, si on faisait équipe, si on faisait travail partenarial avec les personnes qu'on accompagne, avec les autres professionnels, je pense qu'il y a des marges de manœuvre, mais qu'on ne saisit pas. À la fois, on est empêché, ce que disait Philippe, et à la fois, on n'ose pas. On ne s'autorise pas. Moi, je pense qu'on a un pouvoir extrêmement fort. Mais le pouvoir, ça ne se donne pas, ça se prend. Donc, vous avez espoir que ça bouge? Je suis une optimiste de nature. De nature, voilà. Bon, on a besoin. J'aime pas le café. Oui, je pense que ça bouge déjà. Enfin, je vois au niveau de notre association, on a des personnes en situation de handicap qui siègent au conseil d'administration, qui siègent de façon interactive, c'est-à-dire que leur participation, elle est préparée en amont avec un facilitateur qui va décortiquer l'ordre du jour pour permettre la prise de parole, la compréhension. Mais on a encore des efforts à faire, puisque quand la discussion s'engage dans le conseil d'administration, très rapidement, on retombe dans notre jargon et s'il n'y a pas le facilitateur qui dit vous pensez à la personne qui est à côté, donc on simplifie le langage. Donc oui, il y a des choses qui bougent, mais ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure, il faut du temps, ça ne va pas se faire comme ça. La loi 2002, c'est 20 ans, mais on a encore au sein de nos organisations des usagers à qui on a pendant très longtemps dit mais c'est nous les professionnels qui savons ce qui est bien pour vous. Et des professionnels qui sont toujours dans nos institutions et qui continuent à penser que oui, nous sommes les sachants et on sait ce qui est bien pour la personne qu'on a en face de nous. Et puis on a aussi des personnes qui, depuis 2002, sont dans nos institutions, dans nos organisations et qui disent oui, je suis bénéficiaire, mais j'ai le droit de ne pas être d'accord avec ce que vous, professionnels, vous êtes en train de me dire. Et on a des professionnels qui sont complètement aussi acculturés. Et donc, il y a encore cette combinaison, je dirais, de professionnels et de personnes accompagnées avant 2002 et post-2002. Donc, il y a encore une acculturation à faire. Ça prend du temps, mais je pense qu'on y est et il ne faut surtout pas lâcher. Il faut continuer.
Et on va continuer nos réponses. Bah, vu ce que j'ai dit, je pense que vous comprenez qu'effectivement, il faut agir effectivement autour de soi-même déjà. Hein, c'est ce que chacun d'entre nous, on peut essayer de faire. Et puis surtout, donner peut-être à nos professionnels, ce que vous disiez à l'instant me rappelle un échange avec une professionnelle il y a quelques jours, de dire que cette participation, et je change par, parce que nous accueillons des personnes en situation de handicap, de dire qu'elle peut prendre aussi des formes différentes. Des formes différentes et peut-être des, excusez-moi l'expression, je n'en trouve pas d'autres, des degrés de participation différentes, d'abord par rapport au handicap de la personne, bien évidemment, mais aussi parce que culturellement, enfin, je veux dire, si on s'interroge tous dans cette salle, y compris nous sommes à la tribune, je veux dire, dans notre formation, depuis qu'on est rentré à l'école, on nous a jamais appris à participer, on nous a jamais amené à participer. Donc comment, à un moment donné, on est aussi ancré dans cette culture d'une forme de soumission, quelque part. Et donc ça c'est un combat qui demande du temps et qui demande en même temps qu'on ait des outils et qu'on y aille peut-être, selon le cas, par petites doses. Et puis d'autres moments, on ira un peu plus loin. Mais je crois qu'il faut avoir, dès le départ, cette envie et cette philosophie, je disais tout à l'heure, de le faire. Et de le faire fonctionner. Intéressant, effectivement, de revenir sur l'apprentissage manquant de la participation, effectivement, dans notre culture. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y a des pays qui sont plus exemplaires là-dessus ou qui ont intégré davantage dans leur pratique la question de la participation. Claire? Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut rajouter après tout ça déjà, mais alors peut-être que moi, je crois et j'espère que l'autodétermination, elle va continuer de se développer de plus en plus, parce que sinon je pense que je ne serais pas là et que voilà. Mais je pense aussi que nous, en tant que professionnels, et c'est un truc sur lequel moi je travaille beaucoup et du coup qui me fait grandir, c'est qu'en fait j'apprends à plus faire. Et du coup, en fait, il m'arrive de dire que finalement ma place elle n'est pas là au milieu des personnes et que du coup pour pas empêcher l'autodétermination, les échanges, etc. Moi, je reste professionnelle et du coup, ma place, elle n'est pas forcément là tout le temps. Donc, il y a des moments où je le pose et je dis, je vais vous laisser. Et si vous avez besoin de moi, je suis à côté et venez me chercher, n'hésitez pas. Et puis, elles savent très bien le faire et elles reviennent force de proposition avec des envies et voilà. Et ça prend petit à petit. C'est un travail de longue haleine et qui nous interroge, en tout cas moi qui m'interroge en tant que professionnel, parce que, oui, j'ai tendance sur d'autres choses, je sais, je le fais, je suis aussi très mauvais élève. Là, je vous ai montré le côté chouette de ce qu'on sait faire, mais il y a d'autres fois où moi, la première, la question du temps, même si j'ai très envie que les gens participent, mais en fait, j'ai pas le temps sur certaines choses, et encore une fois, j'ai pas les finances qui font que je peux me permettre de prendre plus de temps, parce que voilà, et que du coup, il y a des fois où je fais... genre sur un dispositif ciné-relax, c'est moi qui choisis les séances de ciné parce que c'est plus facile que de faire à chaque fois avec les collègues de l'IME, de l'ERAN ou autres, parce que sinon il me faut au moins 1 mois et 3 rencontres pour pouvoir arriver à faire émerger le film choisi par les jeunes de l'IME et voilà. Et ce temps-là matériel, je ne l'ai pas tout le temps. Non, mais c'est intéressant de revenir aussi sur des exemples très concrets. On pourrait dire des petits exemples, mais qui sont assez symptomatiques. Ce qui vaut pour un choix de film peut valoir pour un choix de politique aussi, de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on regarde et qu'est-ce qu'on impose à l'autre. C'est intéressant aussi d'apprendre à ne plus faire et parfois d'apprendre à se taire aussi. Avant d'accueillir, je crois, une question au fond de la salle, Pierre-Yves, juste sur cette question de l'espoir. Comme ça, on aura fait un tour d'horizon de l'espoir. Vous l'avez toujours. Moi aussi, je suis plutôt optimiste et depuis le temps que je travaille dans ce domaine, j'ai quand même vu des avancées assez significatives. Notamment, moi, j'ai en souvenir des élus qui ont vraiment effectué un changement de posture, qui cessent d'avoir peur des citoyens, qui cessent de penser qu'à chaque fois qu'un citoyen prend la parole ou prend une initiative, ça les remet en cause. Donc, je pense qu'il y a des choses qui évoluent. Et puis, y compris aussi chez les citoyens eux-mêmes, je pense qu'il y a un apprentissage qui se fait, alors de la participation, mais aussi de l'écoute, de l'autre, de la capacité à se décentrer, à changer un petit peu de posture, à quitter la défense de son intérêt personnel pour repenser l'intérêt collectif. Donc, voilà, moi, je vois des signaux qui sont plutôt positifs.
Après, je pense qu'il faut quand même rester attentif parce que on n'est jamais à l'abri de retour en arrière. Et au jour d'aujourd'hui, l'argument, par exemple, de l'urgence est un argument qui est utilisé par beaucoup de personnes qui ont le pied sur le frein de la participation. Il faut quand même se rendre compte d'une chose, hein. Il y a une intervenante tout à l'heure qui le disait très très bien, c'est que dans l'expression pouvoir d'agir, il y a le mot pouvoir. Et c'est une question éminemment politique que la question de la répartition du pouvoir. Donc voilà, il y a un moment, il faut comprendre aussi qu'il peut y avoir des réticences, mais il faut pour autant continuer de se battre pour que ce pouvoir il soit le mieux réparti possible. Voilà. Et préserver effectivement les conditions de ce pouvoir citoyen. Et vous faites bien de rappeler que parfois la période peut être celle de la régression. Et je pense qu'on a tous cette inquiétude-là sans forcément céder aux sirènes de l'urgence pour tenter de la combattre, puisqu'on a bien compris qu'il nous faut du temps. Question. Oui. Levez-vous, monsieur, on ne vous voit pas, comme ça c'est plus simple, enfin, si vous le souhaitez. Oui, la participation de tous à des réunions. Ça marche? Oui, d'accord. Oui, bien sûr, c'est nécessaire, c'est indispensable. Mais ne faudrait-il pas que l'on parle tous le même langage, quoi? Je veux dire par là, je m'explique. Il y a des gens instruits, il y a des gens formés, il y a des gens diplômés, et puis il y a les laissés pour compte. Comme vous disiez tout à l'heure, il y a les marginaux, puis il y a le monde du handicap, quoi. Les centres d'intérêt sont totalement différents, donc c'est là, en ce sens, que on peut faire des réunions, mais si les gens qui adhèrent, pour venir, d'abord, ils diront « mais moi, ça ne me concerne pas, moi, je ne comprends pas ce que vous allez raconter ». J'en veux pour preuve, ne serait-ce que je suis trésorier général des PEP 19 et j'ai un budget assez conséquent. Je vais vous dire un exemple. Il faut à la limite avoir des connaissances financières. Quand on a un langage technique, qu'on parle de fonds propres, de fonds de roulement, bon, un amortissement, un crédit, encore on le sait, mais je me suis rendu compte que le mot est peut-être excessif, mais une acculturation des termes financiers, c'est difficile. Alors, j'essaie de vulgariser et d'avoir un vocabulaire accessible. Bon, on peut parler de dépenses, de recettes. Tout le monde a un budget, que ce soit un budget familial. Mais il arrive un moment où, à vouloir trop simplifier, on transgresse la vérité. Et à ce moment-là, on peut dire des bêtises, quoi. Je peux vous dire que c'est un travail pratiquement à temps plein et très complexe, d'autant qu'on a 27 structures différentes avec des financements différents. Oui, il faut tendre, il faut expliquer, il faut démocratiser, mais c'est pas simple. Il faut qu'en face de soi, on ait quelqu'un qui veuille bien vous écouter et essayer de comprendre. Et actuellement, c'est d'autant plus compliqué qu'il y a une accélération et des changements. Et je le vois dans le bénévolat, les gens n'ont pas le temps, n'ont pas les compréhensions, voilà. Alors, je ne sais pas. Est-ce que vous auriez des solutions? Est-ce que ça commencerait pas par d'abord une éducation, qu'elle soit apprendre à lire, à écrire, apprendre à compter, apprendre à parler, apprendre à... Je ne sais pas, enfin, c'est... Voilà. Merci. Je pose la question à vous, messieurs, dames. Merci. C'est une question, enfin, d'un témoignage qui est intéressant. On va évidemment répondre, puisque vous posez la question des pistes et des solutions, finalement, par rapport à votre expérience. Mais je crois que maintenant, Philippe et Sylvain sont prêts juste sur cette même question de l'espoir pour avoir un tour de table complet. Oui, alors... Est-ce qu'on nous entend bien parce que le micro avait été baissé? Ça y est. C'est bon? Super. On discutait un petit peu en aparté avec Philippe tout à l'heure à propos de la question de l'espoir que vous posiez. Et ce qu'on constate, et que Philippe disait tout à l'heure, c'est que aujourd'hui, dans le cadre du handicap, c'est pas toujours une question d'espoir, c'est parfois plutôt une question de conviction. Et que les choses sont déjà en train de changer. Philippe parlait de la génération vestiaire. Et ce que vous avez dit était très juste. Parfois, il suffit de laisser la place. Je fais la jonction, Philippe, si tu me permets, avec la question qui vient d'être posée. Et ça passe
laisser la place, ça passe aussi par ce qu'on essaie de mettre en place par ailleurs avec Philippe dans des actions de formation et d'éducation, c'est dès le départ d'entraîner, de développer ce dont on parlait d'autodétermination, cette capacité à poser des choix, à mener une démarche qui permet cette participation ensuite. Donc je dirais pour finir rapidement que aux yeux de Philippe, c'est davantage une question de conviction et de laisser la place aux personnes qui, naturellement, sont de plus en plus présentes, les personnes en situation de handicap, de plus en plus présentes dans les études supérieures, qui ont de plus en plus accès à l'information. Donc voilà, et ça passe dès l'enfance par une démarche d'éducation. Et Philippe en est un exemple au travers de son éducation dans un REA, d'une jonction entre l'écoute de ses besoins d'éducation spécialisée et puis la nécessité pour ensuite sa participation et son activité contributrice d'une éducation, d'une pleine participation à l'éducation nationale qui est le lot commun. Ça te va ce que je dis ? Ouais, okay. C'est bon, c'est validé, Sylvain. La pensée n'a pas été trahie. Je vais vous donner la parole, monsieur. Donc là, on voit effectivement quelques motifs d'espoir, si je comprends bien, parce que les choses commencent à changer ou ont changé. En tout cas, on va vers ce chemin-là et c'est tout de même intéressant à entendre, même si on ne veut pas tomber dans un idéalisme qui serait stérile. Question, monsieur, je vous en prie. Bonjour, et puis merci pour... voilà, moi je découvre tout ça et franchement c'est passionnant. Donc je voulais vous remercier à toutes les personnes qui sont dans la salle et tous les acteurs là, qui sont autour de vous. Alors moi il y a plusieurs choses qui m'ont traversé l'esprit. Alors j'avais deux questions. La participation citoyenne, elle s'exprime déjà à travers des élections. Et déjà à travers ce prisme, on peut déjà, je pense, aborder tout ce que vous abordez depuis tout à l'heure. Et dans tout ça, je me posais la question du coût. C'est-à-dire, est-ce que dans la réflexion, pour justement développer la participation, est-ce qu'on intègre aussi le coût pour un individu ou pour un collectif à participer ? Exemple, moi pour aller voter, ça veut dire qu'il faut que j'aille un dimanche. Donc il faut que j'organise ma journée. Il faut que je me renseigne avant, si j'en ai envie d'ailleurs. Il faut que j'écoute les programmes. Et puis je vais me positionner par rapport à des axes, des orientations qui vont décliner toutes les politiques publiques. Moi je suis Macron ou je suis Pierre-Paul ou Jacques. Lorsque je vais me positionner par rapport à ces axes-là. Et je me disais, est-ce que dans la participation, outre le fait de ne pas avoir de visibilité de comment les professionnels travaillent, de ne pas avoir de visibilité ou de ne pas avoir de levier pour pouvoir contraindre une décision qui a été prise à travers un processus de participation de tous et toutes, est-ce que ce coup-là, justement, de participer, il est intégré dans la réflexion de vous qui agissez par rapport à cette thématique ? Voilà, merci. Voilà, est-ce qu'il y a une prise en compte du coût ? Ce que j'entends par coût, c'est de l'investissement aussi personnel qu'il faut et peut-être de ce retour sur investissement aussi. Linda ? Oui, en fait, nous, dans le projet, on a, pour lever les freins à la participation, on a prévu d'indemniser, par exemple, si on a un proche aidant qui souhaite participer à la commission, et on a imaginé que ce proche aidant a besoin de venir à la commission, il ne peut pas laisser la personne qui l'aide seule à domicile. On a prévu d'indemniser le remplacement du proche aidant par quelqu'un qui vienne à domicile aider la personne accompagnée pour permettre au proche aidant de se libérer et de venir participer à la commission. On s'est dit aussi que si ce proche aidant, en plus, a tombé sur un jour où il travaille, eh bien, on pouvait indemniser le coût d'une journée de congé, par exemple, pris par le proche aidant pour venir participer à la commission. Donc voilà, dans le projet, en fait, dans l'enveloppe globale, on a prévu des moyens financiers qui permettent de lever les freins à la participation. Alors là, c'est un projet qui est financé sur 30 mois. Au-delà des 30 mois, on nous a dit qu'il fallait trouver des moyens de le pérenniser. Donc après, en interne, on cherche des moyens de pérenniser ça. Mais en tout cas, on a pensé à ces contraintes économiques qui, quelquefois, peuvent être des freins à la participation des personnes. Alors, excusez-moi, juste pour me permettre, c'est pas uniquement le coût financier ou le coût matériel, c'est le coût de moi en tant qu'individu.
J'entends, oui. L'intérêt que je peux avoir. Mais le Qu'est-ce que coût j'ai à- finan- oui. Qu'est-ce que c'est pour ça que je parlais gagne de coût et d'investissement, de retour d'investissement. c'est Mais on ça. va laisser Brigitte répondre comme Son ça. intérêt. Alors, je fais juste un parallèle avec la pensée, encore une fois, de Joël Zask, donc philosophe, qui dit que la participation se décompose en 3 types d'expériences. Le fait de prendre part, c'est-à-dire de prendre plaisir à être ensemble, tout ce qu'il y a autour de la convivialité, il me semble que vous en avez un peu parlé. Le fait d'apporter sa part, c'est-à-dire d'avoir le sentiment de contribuer à un projet ou à un intérêt, l'intérêt général, l'intérêt collectif. Et la 3e expérience, c'est le fait de retirer une part, c'est-à-dire de bénéficier, de retirer un bénéfice de cette expérience de la participation. Donc, elle pose vraiment les enjeux qu'on peut avoir, les enjeux dans le sens de qu'est-ce que j'ai à gagner, qu'est-ce que j'ai à perdre, c'est quoi mon intérêt dans cette affaire. Si j'ai pas d'intérêt dans le fait d'être présent dans une réunion publique, parce que la question ne m'intéresse pas, si j'ai pas d'intérêt par rapport à la question des ressources financières, d'un budget, d'une trésorerie, je vais pas y participer, je vais pas être à l'écoute, je ne vais pas être réceptif. Mais si j'ai un intérêt, enfin, le moteur de la participation, c'est ce qui est important pour moi. C'est le moteur de la motivation. Moi, je ne sais pas, la mécanique automobile, moi, ça ne m'intéresse pas, donc je ne vais pas m'y mettre. Mais le jardinage, ça me plaît, et ben là, j'en connais des choses. Donc voilà, la question à se poser, c'est qu'est-ce qui est important pour soi, qu'est-ce qui est important pour nous, et quel intérêt on a à y être ou pas. Alors justement, la question de l'intérêt général, je vais rebondir pour donner juste la parole à Pierre-Yves Guinef sur une autre question, puis après je l'accueille de votre question, madame, sans problème. Puisque vous avez parlé d'élections, évidemment, on parle de participation, on ne peut pas ne pas évoquer l'abstention. Est-ce que, Pierre-Yves, justement, pour expliquer l'abstention, c'est cette perte d'intérêt? Qu'est-ce que j'ai à y gagner, finalement, à participer, vous parlez à participer à cet intérêt général? Comment on fait en sorte de ressusciter, peut-être, vous parlez de coûts et d'investissement, de faire comprendre aux gens que ce déplacement est utile pour lui, est utile pour la nation? Oui, effectivement. La question du coût de la participation, elle est importante, mais je pense qu'il faut la poser, comme vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, en termes de rapport entre le coût et les bénéfices qu'on peut en retirer. Or, effectivement, comme le disait Brigitte Portal tout à l'heure, qu'est-ce qu'attendent des participants, des citoyens qui consacrent leur temps à discuter avec d'autres ou avec des institutions dans divers échelons? Qu'est-ce qu'ils en attendent finalement? En fait, quand on leur demande, ils expriment plusieurs attentes. Une attente assez fréquente, c'est évidemment la recherche de convivialité. Ils cherchent à passer un bon moment, je veux dire, pour dire les choses, avec d'autres, d'apprendre des choses, de participer un petit peu à la vie de leur village, de leur organisation, d'une institution, etc. Ça les intéresse, ils sont curieux. Donc voilà, c'est cet intérêt personnel qu'ils en retirent est pour eux important. La deuxième chose qu'ils recherchent en général, c'est des relations sociales. C'est-à-dire de faire connaissance avec d'autres personnes, de connaître d'autres points de vue, de s'enrichir d'autres points de vue, de créer des relations qui vont pouvoir maintenir éventuellement dans la durée, etc. Et puis, il y en a qui le font aussi par devoir civique, ou bien parce qu'ils en attendent concrètement un effet. C'est-à-dire qu'ils sont heureux s'ils voient que leur participation, elle a un effet concret, réel. Et c'est-à-dire qu'ils peuvent peser sur les décisions et se dire finalement, si ce choix il a été fait là, c'est un peu grâce à moi. Et ça, c'est la rétribution qu'ils peuvent en retirer. Et c'est pour ça que je vais réinsister encore une fois sur ce que je disais tout à l'heure. C'est important
que la participation des gens, des citoyens, elle soit effectivement suivie des faits, quoi, et se traduise concrètement. Et justement, c'est là où on peut voir quand même certains succès de la démocratie locale, où on peut voir effectivement que la décision des citoyens peut avoir des effets immédiats de proximité par rapport à l'échelon national. Et c'est quand même important de le rappeler, puisqu'on critique beaucoup le système politique, mais à l'échelon local, il peut se passer des choses très intéressantes, comme à l'échelon associatif d'ailleurs. Madame, vous avez demandé la parole. Alors, ça fonctionne, oui. C'est pas une question, mais c'est un retour. On va allumer votre micro, ou alors on va vous en donner un autre. Il faut que je l'approche, oui. Voilà. Je pense effectivement que la question du coût personnel et de l'intérêt est essentielle. Depuis hier, avec ma collègue, avec qui nous avons travaillé auprès de jeunes sourds, on se dit, ce télétexte, c'est affreux, c'est pas accessible. On revient sur un mot, hier à Pau, la ville de Pau, c'était APO, APO, et puis on revient sans cesse. Ce coût-là, par exemple, pour un sourd, participer, mais ça va être, c'est énorme. Donc, le communautarisme, il est préférable. Je pense que c'est cette volonté, et je suis plutôt optimiste également, parce que je trouve que la volonté de se décentrer maintenant, elle est beaucoup plus évidente. Tout à l'heure, vous parliez imposer. Alors, on a imposé des normes pour les établissements, les ERP, d'accessibilité. Pour les sourds, c'est un appareil, une espèce de téléphone. Pour une personne qui ne souhaite pas être implantée, par exemple, rien n'est accessible. Là, on fait l'économie, on se dit c'est accessible parce que la personne peut lire. Ben oui, sauf qu'on va revenir en arrière sans arrêt. Non, ça n'est pas accessible. Cette volonté de vivre ensemble, ça va peut-être être effectivement mettre quelqu'un, un signant qui va traduire, mais aussi, quelquefois, on se débrouille avec les moyens et on a cette volonté participative d'aller à la rencontre, simplement. Et là, en ce sens, j'allais dire, je suis plutôt optimiste. Mais ce coût personnel, je pense qu'il est essentiel. Et pour répondre à monsieur aussi, on ne va pas faire des spécialistes en compta partout, mais avoir au moins cette volonté de partager des bons moments et d'entendre aussi quels sont les besoins. Les besoins, ça ne va pas être forcément de comprendre toute la compta de la sauce. Voilà, donc des propos tonitruants qui ont été salués par ce bruit. Je crois qu'il y avait une autre main qui se lève, comme malheureusement on est toujours dans une course dans le temps. Il y avait une autre, Bénédicte, je sais pas, que je voulais accueillir, voilà, que personne ne se sente lésé. Allez-y. Oui, alors moi c'était plus un témoignage peut-être par rapport à ce qui a été dit sur l'autodétermination dans le secteur du handicap. Et je voulais remercier Philippe sur son combat, qui me fait écho aussi en tant que papa d'une jeune fille qui est née en 2002, ça parlera à certains, avec une maladie génétique rare, et qui a été du coup en scolarité ordinaire, en Ulysse, et puis qui a finalement intégré un IME des PEP aujourd'hui. Et du coup, ça me fait écho parce que finalement, avant d'intégrer le secteur du handicap, en tant que parent, j'ai vécu des mondes un peu différents, en fait, avec l'école, avec le CESAD, avec le CAMPS, le CMPP, etc. Et on avait l'impression qu'ils ne communiquaient pas entre eux. Et c'était assez perturbant en tant que parent. Et puis finalement, après, quand on intègre le secteur du handicap, on se rend compte que ce n'est pas si facile que ça de faire changer les pratiques professionnelles pour que ces différents mondes qui peuvent s'ignorer travaillent ensemble. Et je crois qu'aujourd'hui, un des leviers intéressants pour justement faire communiquer ces mondes, c'est la réforme Séraphin-PH. Moi, j'en suis assez convaincu. On entend souvent le début de la réforme pour une adéquation des financements. Et on oublie souvent la fin de la réforme qui est sur la logique des parcours. Et du coup, on peut travailler aujourd'hui sur les parcours des personnes en réunissant ces différents publics, l'école, les établissements, les parents, la personne également, qui doit bien sûr être au cœur des préoccupations. Et je crois qu'aujourd'hui, on raisonne aussi dans nos établissements beaucoup en prestations, c'est ce qu'on propose, et on oublie parfois de raisonner sur les besoins des personnes qu'on accompagne. Et je crois que sur les 25 besoins Séraphin qui sont énumérés aujourd'hui, 10 en matière de santé, 4 en matière d'autonomie,
11 en matière de participation sociale, on peut travailler plus profondément sur ces besoins pour justement construire une réponse individualisée. Voilà, donc c'était plus un témoignage. Et du coup, moi, j'ai beaucoup travaillé sur ces besoins. Alors, je fais un peu de teasing pour tout à l'heure. J'anime un atelier à 12h30 sur un jeu de cartes aussi, voilà, sur Séraphin, pour que les personnes, justement, puissent exprimer leurs propres besoins d'accompagnement, que les aidants, donc l'expertise d'usage, puissent aussi être reconnus, et enfin que les professionnels puissent témoigner de ces besoins-là. Voilà. Merci. Merci. Et puis merci pour cette dernière carte promotionnelle que vous avez très bien fait pour appeler les gens à venir à 12h30. C'était très bien fait. Et merci pour votre, non pas question, mais contribution à cet échange, cette discussion. L'heure tourne. Il reste 10 minutes et nous avons un objectif qui nous incombe, à savoir recueillir 3 enseignements au moins de ce qui vient d'être dit. Et là, je compte donc sur vous. On va essayer de le faire ensemble, évidemment. Repérer 3 enjeux ou défis à relever pour le prochain projet fédéral et proposer 3 pistes d'action. Je ne sais pas si on y arrivera avec le peu de temps qui nous reste, mais néanmoins, je pense que cette discussion a été riche. Enfin, je l'espère qu'elle l'a été pour vous. Donc, on va peut-être commencer. Je sais qu'on prend des notes chez nous pour recueillir les 3 enseignements. Donc, je ne sais pas, ça peut être, on va dire que c'est presque le plus simple. C'est-à-dire que là, on vient de parler pendant à peu près 2 heures. Je pense que s'il y avait 3 choses majeures à retenir, ce serait quoi ? Écoute des besoins. Voilà, on le note. Monsieur. Ce que disait Brigitte Portal, qui pose la question ? Pour moi, c'est ce que je retiens là, c'est de me dire, en fait, la question, c'est pas comment on participe, c'est à quoi on participe et qui pose la question de départ. Là, vous dites, en fait, l'important, c'est pas la question, mais qui la pose. Donc, la question de la source émettrice. Ouais. Si on prend le fameux émetteur, canal, récepteur, la question, c'est quel est l'émetteur ? Qui la pose et dans quelles conditions il la pose ? On note, oui. Moi, je voudrais un peu élargir aussi, parce qu'on a parlé beaucoup de la participation d'un point de vue subjectif, d'un point de vue interpersonnel, mais on a assez peu parlé du travail sur l'environnement aussi des personnes, c'est-à-dire comment on crée les conditions dans l'environnement pour que la personne puisse trouver, à minima, les ressources pour répondre à ses besoins, voire choisir aussi ses ressources, avoir le choix entre une ou l'autre. Et au mieux pouvoir créer aussi les ressources lorsqu'elles sont absentes pour répondre à ses besoins. C'est plus comme ça, pour ma part, que je définissais jusqu'alors le pouvoir d'agir. Alors justement, Brigitte, un complément là-dessus. Vous avez tout à fait raison. La prise en compte des contextes, comment on réunit les conditions pour que ce soit possible. Vous disiez... le texte là qui défile, les mots qui ne veulent pas dire la même chose. Voilà, dans quelle mesure, nous on n'est pas transparent, on va réunir les conditions pour que les personnes puissent participer ou, moi je dirais, développer leur pouvoir d'agir par rapport à ce qui est important pour elles. Et là, on a un gros travail à faire. C'est, j'imagine, noté sur les conditions de l'accompagnement et des ressources. Autre réflexion, autre contribution ici, dans la salle ? Ou chez nous, hein, parce que c'est pas parce qu'on était sur une chaise et tout qu'on peut pas se permettre de réfléchir. Gilles, qu'est-ce que vous retenez, vous, par exemple, des échanges qui ont été délivrés, des échanges des autres, puisqu'on a compris aussi que pour pouvoir parler justement ou mettre en place les conditions de la juste participation, il fallait aussi avoir une juste écoute, et je sais que vous l'avez. Ce que je retiens, peut-être en formule un peu positive, c'est osons. Partout où on est, si on est convaincu que le pouvoir d'agir, la co-construction est importante, osons le faire. Oser, s'autoriser, mettre en place effectivement les conditions pour qu'on puisse le faire dans un cadre sécurisé qui évite l'assignation et le regard qui nous contraint. Une réponse du côté de Philippe ? Oui, on échangeait avec Philippe à nouveau. Vous disiez l'écoute des besoins. Et un point de vigilance peut-être que Philippe voudrait communiquer, c'est que l'écoute des besoins dans un cadre et dans un environnement qui n'est pas capacitant, c'est forcément limité. Et Philippe le disait en citant le livre qui vient de sortir de Loïc Andrien, que ce qui pouvait être encore mieux que simplement d'écouter les besoins dans un cadre actuel, c'était de créer, de trouver les moyens de concevoir des environnements davantage capacitants pour faciliter l'autodétermination, plutôt que se limiter simplement à l'écoute des besoins actuellement. Voilà. Non pas en négation avec ce que vous avez dit, mais en invitation à aller plus loin. Tout à fait d'accord. Donc ça suscite... Brigitte, oui ?
Alors moi, je dirais que la vulnérabilité, puisque vous avez parlé de vulnérabilité, rend invulnérable. Et je rajouterais ne lâchez rien, ça c'est le chanteur HK qui dit ça. Et puis, qu'est-ce que j'avais noté encore ? HK et les saltimbanques, hein, c'est ça. Voilà. C'est ça. Voilà, retrouver ses notes. Voilà, ça serait pas mal. Ça fait partie aussi des pistes de réflexion. Et puis aussi parfois accepter les silences, parce que c'est dans les silences que parfois se crée l'imprévu, la surprise. Est-ce qu'il y a d'autres contributions ? Est-ce que j'ai répondu à l'objectif des trois ? Je suis pas sûr. Hein. Oui, on les a un peu. Non, mais je sais pas. Je pense qu'on peut juste, pour finir, peut-être encore faire un petit peu mieux en se disant, voilà, s'il y avait voilà, une piste, vraiment un cap sur lequel il faudrait tenir pour que les choses changent, puisqu'on a essayé de parler d'optimisme et les conditions de pouvoir toujours y croire. Claire, par exemple. Mais c'est quand vous n'êtes pas prête que vous êtes la meilleure. C'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure. C'est quand on n'a pas forcément les conditions de la réponse qu'elle émerge. Ben voilà, mais là je sais pas si elle va émerger. non, vraiment je. Parlez un peu plus, le micro un peu plus proche. Ah ouais. Est-ce que tu peux reposer la question ? En fait, la question, c'est cette cruelle mission qui nous incombe, c'est-à-dire d'arriver à des formes de solutions contributives pour qu'ensemble, on arrive à établir des pistes de réflexion, des recommandations. Voilà, moi, je lis ce qui m'a été demandé de faire. Hein. Vous voyez, je n'ai pas participé totalement à l'objectif final, il m'a été imposé, comme tellement de choses dans la vie, mais c'est une imposition agréable et que j'accueille avec grand plaisir, c'est les pistes d'action. Voilà, s'il y avait une piste d'action, laquelle aimeriez-vous définir la piste d'action majoritaire, prioritaire pour vous ? Eh bien, voilà. Elle ne vient pas. Non, ouais, vraiment, là, je suis désolée. Là, comme ça, je sais pas. J'ai besoin, je pense, moi, de digérer tout ce qu'on s'est dit. En fait, je suis désolée, je suis pas toujours capable de... Mais il n'y a pas la peine de s'excuser, parce que en fait, ce que vous nous dites, c'est que vous avez besoin de temps. Et que là, quelque part, je vous mets dans une situation d'urgence, d'arriver presque à une situation de performance, d'arriver à être performant dans un temps limité. Et on sait aussi bien que notre société, qui est celle de la performance, nous contraint, puisque là, on a une espèce... Quelque part, je vous ai fait une injonction à répondre tout de suite à quelque chose d'important. Et l'injection, elle revient sur ce que Philippe disait tout à l'heure, qu'il faut savoir aussi s'en émanciper et en sortir. Donc on va sortir de cette injonction, même si on va être soumis à l'injonction du temps, car ça y est, il est 11h passé, il va falloir donc rendre la salle. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cette discussion. J'espère qu'elle vous a été profitable et je pense qu'on peut terminer sur des applaudissements. Ah oui, j'ai une dernière petite précision qui m'a été donnée, qui m'a été soufflée dans l'oreillette. N'hésitez pas à participer aux barres aux idées reçues, la course aux idées, et n'hésitez pas à vous inscrire sur le planning du forum ouvert. Voilà les dernières informations, parce qu'il y a aussi un off qui se déroule. À très bientôt.